Il y a quelque chose que je garde pour moi depuis un moment. Quelque chose qui me donne encore des frissons chaque fois que j'y repense. Vous voyez, j'ai suivi cette histoire pendant des années, de ses débuts dignes d'un conte de fées jusqu'à ses développements les plus sombres. Mais jamais, je ne m'attendais à entendre cela. Le roi Charles rompt enfin le silence. Et ce qu'il dit, je la détestais. 3 mots qui fissurent des décennies d'une image publique soigneusement contrôlée et révèlent quelque chose de bien plus troublant en dessous. Aujourd'hui, nous ne faisons pas canaliser une citation, nous épluchons les couches d'une tragédie royale qui hante le monde entier. Et croyez-moi, en tant que personne qui a suivi cette histoire depuis le tout début, ce moment a une résonance particulière. Alors installez-vous confortablement. Allons là où les caméras n'ont jamais osé s'attarder. Et si cette histoire vous captive autant que moi, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car croyez-moi, ce terrier de lapin est bien plus profond qu'il n'y paraît. Depuis longtemps, des spéculations couraient, chuchotées dans les cercles aristocratiques et étalées dans les colonnes mondaines, affirmant que le prince Charles épouserait un jour une fille Spencer. Cette prophétie s'est finalement réalisée, mais pas de la manière dont beaucoup l'avaient imaginé. Bien avant que Diana ne devienne la coqueluche du monde entier, c'est sa sœur aînée, Lady Sarah Spencer, qui avait d'abord captivé l'attention du prince. Oui, avant que Diana ne fasse ses premiers pas sous les projecteurs royaux, c'était Sarah qui occupait brièvement la scène en tant que potentielle future reine d'Angleterre. Leurs chemins se sont croisés en 1977 lors des courses d'Ascot, un rendez-vous typique de l'élite britannique. Une romance a suivi, d'abord discrète, puis de plus en plus visible. Sarah, une rousse vive d'esprit, au franc-parler étonnant, fut rapidement présentée comme la probable épouse du prince. Pendant un court moment, la famille royale et le public semblaient croire que cette union pourrait durer. Mais comme souvent dans la sphère royale, une seule erreur peut tout faire basculer. Le début de la fin eut lieu lors de vacances de ski à Klosters, en Suisse, en 1978. Ce qui devait être une retraite privée devint le théâtre de la chute d'une romance royale. Lors de ce voyage, Sarah donna une interview désormais tristement célèbre à 2 journalistes, au cours de laquelle elle parla de sa vie personnelle avec une franchise saisissante. Elle avoua ouvertement lutter contre l'anorexie et avoir eu des milliers de petits amis. Mais ce furent ses propos sur le prince Charles qui scellèrent véritablement le sort de leur relation. Avec une audace qui en choqua plus d'un, Sarah déclara « Il n'y a aucune chance que je l'épouse. Je ne suis pas amoureuse de lui. Et je n'épouserai jamais quelqu'un que je n'aime pas, qu'il soit éboueur ou roi d'Angleterre. » Pour un homme élevé dans un monde de discrétion et de devoir, ces mots furent un coup très dur. Selon des sources proches du palais, lorsque Charles lut l'article, il dit directement à Sarah « Tu viens de faire quelque chose d'incroyablement stupide. » Et tout s'arrêta ainsi, brutalement. Pourtant, Sarah ne se retira pas de la vie royale, ni ne laissa l'amertume l'envahir. Dans un retournement du destin qui semble plus proche de la fiction que de l'histoire, elle allait jouer un rôle essentiel dans le prochain chapitre royal. Cette même année, en 1977, le prince Charles visita la demeure familiale des Spencer, Althorp House, pour une partie de chasse aux lagopèdes. Diana, alors âgée de seulement 16 ans, était présente à la maison lors de cette visite. C'est Sarah qui les présenta l'un à l'autre. À l'époque, Charles voyait encore Sarah, même si leur relation touchait à sa fin. Diana, dans son innocence d'écolière, n'était pas encore destinée à devenir la future princesse de Galles. Mais cette rencontre planta une graine. Des années plus tard, Sarah repenserait à ce moment et déclarerait « C'est moi qui les ai présentés. Je suis Cupidon. » Bien que dit sur un ton léger, il est impossible de nier l'importance de ces paroles. Sans Sarah, Charles et Diana ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Si la séparation entre Charles et Sarah ne laissa pas de rancune profonde,
La décision de Sarah de se confier si librement à la presse laissa néanmoins des traces. À cette époque, une telle franchise, surtout venant d'une personne proche du trône, était presque impensable. Son courage à parler de son trouble alimentaire et de son histoire personnelle complexe avec autant d'honnêteté fut à la fois brave et, d'une certaine manière, imprudent. Cela lui coûta sans doute un avenir royal, mais révéla aussi une femme déterminée à vivre selon ses propres termes. Malgré l'attention médiatique qui suivit, Sarah traça rapidement son propre chemin. Le 17 mai 1980, elle épousa Neil McCorquodale, un agriculteur et ancien officier des Coldstream Guards, lors d'une cérémonie à Great Brington, dans le Northamptonshire. Bien que ce ne fût pas un mariage royal, c'était une union fondée sur un bonheur plus discret. Diana, bien sûr, allait épouser le prince Charles dans ce qui fut surnommé le mariage du siècle. Ce fut un spectacle éblouissant, suivi par des millions de personnes à travers le monde. Mais le conte de fées allait rapidement se transformer en chagrin et en tragédie. Sarah, de son côté, demeura une présence constante dans la vie de sa sœur. Le lien entre les sœurs Spencer résista aux complications de la vie publique. Sarah fut là pour Diana durant certains des moments les plus difficiles de sa vie, lui offrant un soutien loin des regards indiscrets. Et lorsque la tragédie frappa en 1997, c'est Sarah qui accompagna le corps de Diana depuis Paris. Elle marcha derrière le cercueil lors de la procession funéraire, pleurant non seulement une princesse, mais sa jeune sœur bien-aimée. Son rôle ne s'arrêta pas là. Sarah devint co-exécutrice testamentaire de Diana et présida le Diana, Princess of Wales Memorial Fund, contribuant à préserver son héritage dans les années qui suivirent. Ah, et maintenant, venons-en au cœur de l'histoire d'aujourd'hui, le moment tant attendu par les fans de The Crown, la grande entrée de la princesse Diana. Et laissez-moi vous dire que la série ne fait pas les choses à moitié. Nous sommes en 1977 et nous voyons le prince Charles, interprété avec ce mélange signature de retenue et d'insécurité par Josh O'Connor, arriver au domaine familial des Spencer. Mais il n'est pas là pour Diana. Oh non. Il est là pour voir sa sœur aînée, Sarah. Isobel Eddy incarne Sarah avec un charme froid et maîtrisé qui correspond parfaitement à l'époque. C'est une scène clé du premier épisode de la saison 4 intitulée Gold Stick. Pendant que Sarah prend un appel téléphonique, entre en scène une Diana adolescente, âgée de seulement 16 ans, interprétée à la perfection par Emma Corrin. Et c'est là que The Crown excelle. Créer un moment à la fois théâtral et symbolique. Diana surgit dans le grand hall, non pas vêtue d'une robe de soirée ou d'une tenue sobre et appropriée. Non, elle porte littéralement un costume d'arbre fou, un déguisement feuillu de la pièce de son école, le songe d'une nuit d'été. Elle se faufile dans un coin, dissimulée sous des branches, les yeux écarquillés, comme si elle s'introduisait dans un moment auquel elle n'était pas encore censée appartenir. Le symbolisme est presque trop parfait. Une jeune fille perdue dans ses rêveries qui entre directement dans le monde de la royauté. Impossible de ne pas être charmé, ou du moins intrigué. Et bien sûr, Charles le remarque. Plus tard, Charles évoque de façon désinvolte l'avoir vue en parlant à Sarah, qui lève les yeux au ciel avec un air exaspéré. « Elle était obsédée par l'idée de te rencontrer, » dit-elle, avec cette exaspération classique des grandes sœurs. C'est une phrase qui en dit long sur l'infatuation juvénile de Diana, mais qui laisse aussi entrevoir un désir plus profond, un rêve qui, peut-être, ne lui appartenait pas entièrement. Mais revenons un instant en arrière, au-delà de la fiction de Netflix, pour parler de ce qui s'est réellement passé. Car, en tant que personne qui suit cette histoire depuis des décennies, je peux vous dire que la réalité était un peu moins théâtrale, mais tout aussi fascinante. Oui, le prince Charles a bien rencontré Diana au domicile familial des Spencer, à Althorpe, en 1977. Et oui, il sortait alors avec Sarah.
Mais il n'y avait ni pièce de théâtre scolaire fantaisiste, ni costume d'arbre magique, ni traversée furtive du vestibule. Leur véritable première rencontre s'est déroulée dans un champ labouré. Oui, vous avez bien lu, pas dans un grand hall, mais sur un bout de campagne anglaise fraîchement retourné. Charles, alors âgé de 29 ans, avait été invité au domaine pour une partie de chasse. Et c'est là que la jeune Diana, âgée de seulement 16 ans, a rencontré celui qui deviendrait un jour son mari. Avançons maintenant de 4 ans. Nous sommes en 1981 et le monde entier regarde Charles et Diana, fraîchement fiancés, lors de leur toute première interview commune. Et c'est ici, mes amis, que les choses deviennent gênantes. Terriblement gênantes. Car lorsqu'on leur demande de se remémorer leur première rencontre, leur réponse ne pourrait pas être plus différente. Charles, toujours le diplomate, offre une réflexion rigide mais polie. Je me souviens avoir pensé que c'était une jeune fille de 16 ans, très joyeuse, amusante et charmante, vraiment très drôle, pleine d'entrain et de vie, et tout ça. On entend presque la formalité dans sa voix. C'est comme s'il décrivait une cousine éloignée rencontrée lors d'une garden party. Mais Diana, elle s'illumine. Elle déborde d'enthousiasme. « Je l'ai trouvée absolument incroyable !» s'exclame-t-elle. La différence de ton est frappante, et avec le recul et tout ce que l'on sait désormais sur le déroulement de leur mariage, cela en devient glaçant. Ainsi, même si The Crown romantise leur première rencontre avec une certaine poésie, la vérité possède sa propre forme de poignance. Diana était une adolescente emportée dans un tourbillon royal, et Charles, encore sous la pression intense de devoir choisir la bonne épouse, n'a probablement jamais réalisé à quel point cette jeune fille dans un champ allait bouleverser sa vie et la monarchie à jamais. Peut-être est-ce pour cela que The Crown a choisi de l'illustrer ainsi, non pas parce que c'est littéralement fidèle, mais parce que cela capture l'essence de ce qui allait suivre. Diana entrant furtivement dans cette pièce, mi-enfant, mi-rêveuse, totalement inconsciente que sa vie allait devenir méconnaissable. C'est un moment qui nous rappelle que l'histoire ne repose pas uniquement sur des faits. Elle est faite d'émotions, de souvenirs, de perspectives. Et parfois, un petit drame en costume nous aide à percevoir la vérité plus clairement que nous ne l'aurions cru. Alors, que vous préfériez la magie romancée ou la réalité brute et boueuse, une chose est certaine. Cette première rencontre, que ce soit dans un vestibule ou un champ, fut le début de l'une des plus célèbres et finalement tragiques histoires d'amour royal de notre époque. Et aujourd'hui encore, nous essayons d'en comprendre tout le sens. Ah, voici la partie de l'histoire où les choses deviennent encore plus intéressantes et un peu plus révélatrices. Car si cette rencontre initiale entre Diana et Charles en 1977 a pu sembler n'être qu'un moment fugace, presque charmant, elle avait manifestement une signification bien plus profonde pour la jeune Diana. Voyez-vous, même des années plus tard, elle se souvenait avec précision de petits détails qui l'avaient marquée. Selon The Diana Chronicles de Tina Brown, une biographie sans concession, Diana se rappelait que ce n'était pas sa sœur Sarah que Charles avait sollicitée pour faire le tour de la galerie de photos d'Althorpe. Non, c'était elle. La jeune écolière de 16 ans, reléguée en arrière-plan, se retrouvait soudain au centre de l'attention du prince. Et soyons honnêtes, pour une adolescente déjà séduite par l'idée d'un conte de fées romantique, ce moment devait ressembler à la première page de son propre livre de conte royal. Bien sûr, Sarah, la sœur qui, elle, sortait réellement avec Charles, n'a pas été particulièrement ravie. Brown écrit que Sarah aurait dit à Diana de dégager. Un petit moment cruel qui laisse entrevoir les tensions silencieuses qui peuvent parfois couver sous le vernis de la bienséance aristocratique. Mais Diana, éternelle romantique, ne s'est pas laissée abattre. Elle était folle de joie. Peu après, elle aurait couru chez sa professeure de piano, débordante d'enthousiasme. « Je l'ai rencontré. Je l'ai enfin rencontré !» s'est-elle exclamée.
et on peut facilement imaginer ses yeux brillants, sa voix emplie de cette excitation adolescente et émerveillée. Pourtant, malgré ce souvenir marquant, Charles et Diana ne se sont pas revus avant plusieurs années. Ce n'est qu'en juillet 1980, 3 longues années plus tard, que le destin les a réunis à nouveau. Cette fois-ci, le décor était un match de polo dans le Sussex. C'était l'été, ce genre d'été anglais qui donne l'impression que tout appartient à un film de Merchant Ivory. Mais Charles, il ne profitait pas vraiment du soleil. À ce moment-là, il subissait d'énormes pressions. La famille royale resserrait les rangs, le pressant de se marier enfin. Et pas avec n'importe qui, avec quelqu'un de convenable, de doux caractère, irréprochable. En d'autres termes, vierge. Les exigences traditionnelles étaient toujours bien présentes derrière les murs du palais et les options amoureuses de Charles s'amenuisaient dangereusement. Pendant ce temps, la femme qu'il aimait vraiment, Camilla Parker Bowles, était hors de portée. Mariée et considérée comme inacceptable selon les standards royaux. Et pour ne rien arranger, Charles était encore en deuil d'une perte dévastatrice. L'été précédent, son mentor bien-aimé et grand-oncle, Lord Louis Mountbatten, avait été tué dans un attentat terroriste. Son bateau de pêche avait été bombardé par l'IRA et Charles en avait été anéanti. Ce fut un événement qui l'a profondément changé, le laissant encore plus perdu dans les courants rigides du devoir royal. Et voilà donc Diana, encore pleine de fraîcheur, encore pleine d'espoir, qui réapparaît dans l'orbite de Charles. Cette fois, non plus comme une adolescente guettant timidement depuis un coin, mais comme une jeune femme commençant à percevoir la complexité de l'homme qu'elle avait autrefois admiré de loin. Après un match de polo près de Cowdray Park, ils se sont retrouvés. Et Diana, avec son intuition naturelle, aperçut le poids qu'il portait. Selon la biographie de Tina Brown, et comme le reprend également The Crown, Diana a regardé Charles droit dans les yeux et a dit quelque chose que personne d'autre autour de lui ne semblait oser lui dire. « Tu avais l'air si triste quand tu es monté l'allée lors des funérailles de Mountbatten. » Ce n'était pas une simple conversation anodine, c'était de l'empathie. C'était la chose la plus tragique que j'ai jamais vue. Mon cœur saignait pour vous en vous regardant. Je me suis dit, vous êtes tellement seul, vous devriez être avec quelqu'un pour prendre soin de vous. C'est une phrase qui frappe fort, surtout avec tout ce que nous savons désormais de l'évolution de leur relation. À cet instant, Diana n'offrait pas une séduction. Elle offrait du réconfort, une connexion, peut-être même une forme de salut. Mais tragiquement, cela a aussi donné le ton pour la suite. Diana endossant un rôle qui exigerait d'elle non seulement de l'amour, mais aussi des soins constants. Elle a vu la solitude en lui, et au lieu de se détourner, elle s'est rapprochée. Et cela, je pense, en dit long sur la dynamique qui allait définir leur relation dans les années suivantes. Une jeune femme persuadée qu'elle pouvait aider, et un prince qui peut-être espérait qu'elle le pourrait aussi, mais qui était, au fond, piégé par des attentes que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. L'histoire pourrait sembler romantique en surface, mais si vous lisez entre les lignes, ce que vous découvrirez, c'est une collision entre le fantasme et l'institution, entre la vulnérabilité et le pouvoir. Et dans cet échange discret près de Cowdray Park, on aperçoit toute la complexité de ce qui se jouait réellement. C'est là que commencent à apparaître sous la surface les véritables courants émotionnels. Diana, la plus jeune des filles Spencer, n'était peut-être pas l'élève la plus brillante au sens académique, son dossier scolaire, comme le souligne avec mordant Tina Brown, avait la taille d'une fiche d'index. Mais l'intelligence existe sous de nombreuses formes, et Diana possédait quelque chose de bien plus percutant. Une intelligence émotionnelle. Elle n'était pas calculatrice, mais intuitive, et son radar pour détecter la vulnérabilité humaine, en particulier celle de Charles, était d'une précision redoutable. Elle avait compris quelque chose d'essentiel, que même ceux qui étaient les plus proches de lui manquaient souvent, que sous la raideur royale et le vernis du protocole, l'héritier du trône cachait un immense puits de solitude et un certain penchant pour l'auto-apitoiement. Et c'est précisément sur cette faille intime qu'elle appuya doucement.
Tina Brown écrit que Diana avait justement deviné comment atteindre Charles, en passant par cette partie vulnérable de lui, celle qui pensait souvent ses blessures dans le silence. Elle n'essaya pas de l'éblouir par son statut ou son intellect. Elle lui offrit simplement de la compassion, ce qui, à ce moment-là, a dû ressembler pour Charles à une véritable bouée de sauvetage. La biographe Sally Bedell Smith, dans son livre Prince Charles, The Passions and Paradox of an Improbable Life, confirme ce tournant émotionnel. Charles, note-t-elle, fut sincèrement ému par le commentaire de Diana, l'idée qu'il semblait seul et avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Cette simple observation, authentique et spontanée, toucha une corde sensible. Il avait enfin devant lui quelqu'un qui ne le voyait pas uniquement comme l'héritier du trône, mais comme un être humain. Ce rare moment de vulnérabilité partagée déclencha quelque chose, et, dans les termes royaux, la rapidité avec laquelle le lien déboucha sur une demande en mariage fut étonnante. 7 mois seulement plus tard, Charles fit sa demande en mariage. Bien sûr, ce n'était pas uniquement une histoire d'amour qui les portait en avant. Des forces agissaient aussi en coulisses, notamment la reine-mère, qui aurait vu en Diana l'épouse idéale pour son petit-fils. Douce, modeste, malléable. Le genre de jeune femme qui s'intégrerait parfaitement dans le moule de la princesse de Galles sans provoquer de remous. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Et dans ses premières heures suivant la demande, Diana croyait sincèrement avoir accédé à son rêve. Son frère, Charles Spencer, a plus tard confié à Tina Brown qu'il n'avait jamais vu sa sœur aussi radieuse. Elle n'était pas euphorique de la manière dont quelqu'un pourrait l'être après avoir obtenu un titre ou une couronne. Non, c'était plus profond. Il la décrivit comme spirituellement épanouie, cette joie pure et incandescente de quelqu'un qui croit avoir entamé un voyage vers un amour durable, un partenariat et un but. Il dit qu'elle paraissait aussi heureuse que je l'ai jamais vue. Puis vint cette interview de fiançailles. Vous savez, celle-là, si vous l'avez déjà regardée, vous avez probablement ressenti un certain malaise. Cela devait être le grand moment, la révélation du conte de fées devant les caméras. Lorsqu'on leur demanda s'ils étaient amoureux, Diana répondit sans hésiter, comme toute future mariée l'aurait fait, « Bien sûr. » Mais Charles, oh Charles! Sa réponse tomba comme un coup près. Quelle que soit la signification d'être amoureux, cette phrase, tellement décalée, résonne encore aujourd'hui après des décennies d'examen royal. Et même maintenant, elle fait mal. En seulement 5 mots, Charles dévoila le fossé entre le fantasme romantique dans lequel Diana croyait entrer et la réalité bien plus compliquée et émotionnellement distante qui l'attendait. Alors oui, il y eut une demande en mariage, il y eut de l'excitation, il y eut de la joie, du côté de Diane. Mais soyons honnêtes, il y avait déjà, sous la surface, des signes avant-coureurs indiquant que cette union n'était pas tant une rencontre d'âmes qu'une convergence d'attentes, d'images et de devoirs. Et comme nous le savons aujourd'hui, ces fissures n'ont fait que s'élargir. Et pourtant, dans cet instant fugace de fiançailles, quand Diana croyait qu'elle entrait dans un avenir construit sur l'amour, le soutien et un sens profond, il y avait quelque chose d'indéniablement touchant. Cette croyance, si désarmée et pleine d'espoir, est ce qui fait que l'histoire de Diana reste dans le cœur de tant de gens. C'est ce qui donne à son récit cette qualité douce amère et tragiquement humaine. Elle n'entrait pas dans un conte de fées, elle marchait vers la tempête. Mais elle ne le savait pas encore. Elle n'était qu'une jeune femme amoureuse, rêvant d'un avenir qui, malheureusement, ne se matérialiserait jamais comme elle l'avait imaginé. Au fil du temps, ce rêve commença à se défaire, lentement, puis soudainement. La pression incessante des médias, combinée aux tensions immenses dues à leur personnalité et attentes incompatibles, rongea peu à peu les fondations de leur mariage. Certes, ils donnèrent naissance à 2 magnifiques fils, le prince William, futur roi,
et le prince Harry, dont le parcours l'éloignerait profondément des sentiers royaux traditionnels. Mais derrière les portes du palais, leur relation était loin d'être stable. À la fin des années 1980, les fissures n'étaient plus invisibles. Leur distance émotionnelle s'accentua, tout comme les gros titres de la presse. Puis vint 1992, lorsque leur séparation fut officiellement annoncée. Le monde entier assista à l'effondrement de la façade d'unité royale, remplacée par des scandales murmurés, des interviews télévisées et une histoire profondément personnelle exposée sur la scène publique. 4 ans plus tard, en 1996, leur divorce fut finalisé. Et juste au moment où l'on croyait que le drame allait enfin s'apaiser, le destin porta son coup le plus dévastateur. La mort soudaine de Diana, en 1997, provoqua une onde de choc mondial. Le chagrin fut sans précédent. Les gens ne pleuraient pas seulement une princesse, ils pleuraient une femme qu'ils avaient l'impression de connaître, une femme qui avait ouvert son cœur au public et montré de la compassion là où peu de membres de la famille royale osaient s'aventurer. Qu'il s'agisse de serrer la main de patients atteints du sida ou de traverser des champs de mines, Diana redéfinissait ce que signifiait être royale. Et en le faisant, elle devint bien plus que cela. Un symbole d'empathie dans un monde qui en avait désespérément besoin. En revanche, Charles fut accueilli plus froidement après le drame. Le public, nourri par des années de récits tabloïds et les propres confessions de Diana, porta sur lui un regard critique. Sa relation de longue date avec Camilla Parker Bowles, autrefois enveloppée de secrets et de scandales, devint un point de débat. Mais le temps, comme souvent, adoucit les perspectives. Charles et Camilla finirent par se marier et même si l'acceptation fut lente, elle arriva. Et voilà, le roi Charles, après des décennies de silence, révèle enfin une vérité qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir. Que cela vous choque, vous mette en colère ou vous fasse simplement réfléchir, une chose est certaine, l'histoire de Charles et Diana résonne encore avec une intensité brute. Si vous avez ressenti l'impact de la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans les secrets royaux et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.